Comment savoir si une crypto-monnaie vaudra beaucoup? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet très important et sur lequel beaucoup de débutants font des erreurs. Par exemple, tu as déjà entendu, je suppose, des personnes dire que le Shiba ira un jour à 1 dollar. Il y en a d'autres qui parlaient à une époque de XRP à 1000 dollars, quoi que ce soit devenu maintenant un peu plus une blague. Mais cette erreur, en fait, elle est très courante et elle est liée tout simplement à une mécompréhension sur les mécanismes qui se cachent derrière le prix d'un actif. Et bien souvent, on va se concentrer sur cette donnée parce que forcément, elle est facile à comprendre. Mais derrière, on oublie de prendre en compte certains facteurs. Et bien souvent, c'est la capitalisation qu'il va falloir regarder. Alors du coup, je me suis dit que ça serait vraiment bien de faire une vidéo sur le sujet, justement, pour rappeler quelques petites bases qui sont essentielles. Alors déjà, pour commencer, on va faire quelques petits rappels sur le prix. Le prix, il est fixé par une loi universelle, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler au moins une fois, c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors c'est vraiment pas compliqué à comprendre, tu as deux variables, tu as l'offre et la demande. Donc typiquement, par exemple, si tu as quelque chose qui est très rare, donc avec une offre faible, et que derrière par contre tu as une demande très importante, c'est-à-dire que tout le monde veut cette chose, alors mécaniquement le prix sera très élevé. En revanche, si cette chose par contre n'est pas rare du tout, c'est-à-dire que tu as une offre importante et que derrière en plus de ça, tu as une faible demande, c'est-à-dire que personne n'en veut quasiment, alors à ce moment-là, forcément, tu auras un prix qui sera relativement faible. Donc c'est ça, l'offre et la demande, et en fait, le prix est déterminé par ces deux variables. Donc tu l'auras compris, toute chose qui a un prix dépend forcément de ces deux variables. Et c'est la même chose pour les crypto-monnaies. D'ailleurs, pour les cryptos, c'est très simple d'ailleurs de voir par exemple l'offre. Alors pour ça, d'ailleurs, on va passer pour la suite de cette vidéo sur mon écran et tu vas voir qu'il y a vraiment pas mal de choses à regarder et qui sont très intéressantes. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur CoinGecko. Alors, je présente plus du coup ce site parce que j'en ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, donc je t'invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Alors, on va aller voir pour l'exemple Bitcoin et tu vas voir que l'offre, en fait, elle est très facile à identifier. Elle est juste ici, c'est l'offre en circulation. Alors attention, parce que tu as deux autres offres qui existent. Néanmoins, c'est pas celle-ci qu'on va prendre en compte. Pourquoi? Parce que dans le cas de Bitcoin, en fait, c'est bien 19 500 000 Bitcoins environ qui sont émis. Et tous les blocs, en fait, il y a du Bitcoin en plus qui est émis, et ça, c'est divisé par deux avec les halvings, enfin, tu connais l'histoire. Et petit à petit, on arrivera un jour à 21 millions de bitcoins. Mais pour le moment, ces 21 millions de bitcoins, ils ne sont pas émis. C'est pour ça qu'on prend ceux qui sont en circulation. Donc c'est ici qu'on va trouver l'offre. Alors l'offre, elle peut être affectée par plusieurs choses. Par exemple, ça peut être les mécanismes d'inflation. Donc là, je viens de t'en décrire un avec le bitcoin, qui a par exemple une production petit à petit de bitcoin pour arriver un jour à 21 millions. Maintenant, sur d'autres protocoles, il y a une inflation où ça ne sera pas capé. C'est-à-dire que ça va toujours augmenter petit à petit. Après, est-ce qu'elle est de 2% l'inflation? Est-ce qu'elle est de 10%, de 100%? Ça va dépendre des protocoles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de prendre en compte et qui va faire varier forcément l'offre à long terme. Maintenant, il y a d'autres choses également. Par exemple, ça peut être les vestings. Alors, les vestings, pour expliquer ça très simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les projets préminés, bien souvent, on va avoir des périodes où des investisseurs privés vont pouvoir investir des gros montants pour acheter des jetons du projet à un prix relativement dérisoire. C'est pareil, il va y avoir des advisors, les membres de l'équipe qui vont se rémunérer comme ça. Et justement, ce qui va se passer, c'est que bien souvent, pour éviter que ces premiers acteurs revendent directement leurs jetons et du coup coulent le prix directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer pendant un certain temps les jetons qu'ils ont et on va leur libérer petit à petit. Donc ça, ce sont des périodes d'unlock et c'est justement pour éviter qu'il y ait une pression vendeuse qui soit d'un coup, mais qu'elle soit plutôt diluée dans le temps. Et ces périodes de relâchement, en fait, à chaque fois, ce sont des nouveaux jetons qui arrivent en circulation parce qu'ils ne sont pas compris dans l'offre en circulation. Donc ça, c'est un autre mécanisme aussi qui peut faire varier du coup ton offre en circulation et donc du coup l'offre in fine. Bon, et c'est pareil maintenant pour la demande, il y a énormément de facteurs qui peuvent faire varier la demande. Par exemple, est-ce que tu es en bear market ou en bull run? Là, typiquement, tu te doutes bien que ça va varier énormément. Les périodes d'euphorie ou de panique, forcément, quand tu es en panique, tu n'as pas envie d'acheter. Quand tu es en période d'euphorie, tu as envie d'acheter. Est-ce que le projet a un bon marketing? Forcément, un bon marketing peut donner envie d'acheter plus facilement un jeton qu'un autre. Tu as également les fondamentaux, forcément, parce que si ton jeton sert à rien, alors il y en a qui peuvent avoir une forte demande alors qu'ils servent à rien, on est bien d'accord, ça c'est les mêmes coins par exemple, typiquement, mais tu as moins de chance. Si tu as des bons fondamentaux, que le token est vraiment utile, là forcément tu as plus de chances d'avoir une demande importante. Et au fur et à mesure que les fondamentaux évoluent, la demande va évoluer également. Donc vraiment, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent faire varier et la demande et l'offre, et donc forcément, le prix va s'ajuster en conséquence. Donc ça, c'est vraiment une chose que je veux que tu comprennes, qui est impérative concernant le prix. Maintenant, nous, on va revenir sur CoinGecko et tu vas voir qu'il y a quelque chose de très intéressant.
Si je compare maintenant le Bitcoin, bien souvent, il y a des personnes qui vont le comparer au Shiba. Donc, on va aller chercher le Shiba, il est un petit peu descendu. Donc, voilà, le Shiba, j'ai ce prix-là sur le Shiba. Donc, il y a plein de personnes qui vont se dire, attends, le Shiba, en vrai, je pourrais en acheter. Si j'en achète et que ça vaut juste le prix du Bitcoin ou juste $1, en fait, je suis riche, en fait, je suis le roi du pétrole. Et c'est là que ça devient un petit peu nul de penser comme ça. Pourquoi ? Parce que maintenant que tu as compris ce mécanisme de prix, en fait, c'est pas comparable Shiba et Bitcoin sur un point. Tout simplement, si tu regardes, l'offre qu'il y a sur le Shiba n'est pas du tout la même. Alors là, c'est à peu près, ouais, voilà, c'est 500 trilliards. Donc un trilliard, c'est 1000 milliards. Donc 500 trilliards de Shiba qui sont émis. Donc là, on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes grandeurs d'ordre. Donc forcément, tu as une offre supérieure. Donc sur une demande équivalente, le prix du Shiba sera forcément plus faible que le Bitcoin. Et même pour $1, en fait, tu te rends compte qu'il faudrait vraiment y aller. Alors pour ça, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer maintenant une donnée qu'il est importante de connaître. Et celle-ci, tu dois en avoir entendu parler au moins une fois. C'est la fameuse capitalisation. Donc la market cap. Donc celle-là, en fait, c'est celle-ci qui va être plus représentative. Parce que, alors pour faire simple, la market cap, c'est la valeur de l'ensemble des coins ou des tokens d'un projet multiplié par leur prix à l'instant T. Donc par exemple, si je multiplie le prix du Bitcoin par les 19,5 millions à peu près de Bitcoin qui sont en circulation, je vais obtenir du coup la valeur de la capitalisation du Bitcoin. Maintenant, si je regarde celle du Shiba, et bien là, je vais avoir du coup cette valeur-là. Donc à ce moment-là, tu vois bien que déjà forcément Bitcoin pèse beaucoup plus lourd. Et c'est normal que Bitcoin soit numéro 1 parce qu'on calcule ça en capitalisation sur les sites pour faire les classements. Alors maintenant, il y a une question qu'on peut se demander, c'est que pour que le Shiba par exemple égale Bitcoin, alors c'est une idée très farfelue, personnellement j'y crois pas du tout, mais si jamais ça arrivait, et quel serait le prix du Shiba? Ça, c'est une question qu'on peut se poser légitimement. Et bien, c'est là qu'on va comparer les capitalisations. Donc là, tu vois que là, tu as 6 milliards et sur Bitcoin, tu as 850 milliards. Et ben, on va faire une petite division tout simplement. Donc, je vais ouvrir une calculatrice. Je vais taper les 850 milliards de capitalisation de Bitcoin. Je vais les diviser par 6 et j'obtiens ce montant. Donc, j'obtiens environ 141,6 et quelques. Et ben, ce montant, maintenant, je peux le multiplier par le prix du Shiba et j'obtiendrai le prix du Shiba quand il aura égalé celui du Bitcoin avec bien sûr l'offre actuelle qu'il y a en circulation, parce que ça, il faut le prendre en compte également. Donc voilà. Alors après, ça n'a vraiment aucun sens de faire ça. Pourquoi? Parce que Bitcoin et Shiba, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes fondamentaux non plus, donc c'est vraiment débile de faire ça. Tout comme d'ailleurs, certaines personnes s'amusent à comparer Bitcoin et Ethereum, ça n'a aucun sens, parce que c'est pas du tout les mêmes choses qu'ils essayent d'apporter. Bitcoin, t'as juste à lire le titre du white paper, c'est une monnaie et un système de paiement. Ethereum, c'est plutôt justement un écosystème sur lequel on va pouvoir construire tout un tas d'applications décentralisées, etc. Donc si tu veux comparer Ethereum, par exemple, compare-le avec ce qui est comparable. Par exemple, t'as Solana ici, c'est pas du tout la même approche, mais il propose quelque chose d'à peu près similaire in fine. Donc là, oui, il y a une comparaison qui est possible. Par exemple, s'il y a des personnes qui pensent que Solana va passer devant Ethereum, tu peux déjà estimer un prix minimum s'il passe pas au-dessus de Ethereum. Alors personnellement, j'y crois pas trop non plus, mais là déjà, tu auras des ordres de grandeur concernant le prix qui seront beaucoup plus sensés que ce qu'on pourrait voir quand certains te disent, par exemple, un Shiba à $1. Shiba à $1, là, tu pourras faire le calcul maintenant à la maison. Tu verras que ça va être très très compliqué de le voir sur ce prix-là. Donc voilà ce que je voulais rappeler sur les mécanismes de prix et sur la capitalisation. Tu vois, c'est pas très compliqué, mais ce sont des choses qui sont très souvent incomprises. D'ailleurs, si tu vois des personnes qui galèrent par rapport à ça ou qui disent des bêtises, au lieu de te moquer d'eux, parce que c'est vrai qu'on a tous débuté, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Sinon, comme d'habitude, si tu as des choses à ajouter ou des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!